Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Figurez-vous qu'en 12 ans, la population mondiale est passée de 7 milliards d'humains à 8 milliards, simplement en 12 ans, ce qui évidemment inquiète bien du monde. Et puis si on regarde en détail ce qui se passe dans les différents pays de la planète, eh bien on constate rapidement que cela n'a rien à voir entre par exemple le monde occidental et l'Afrique, par exemple. Alors le pays le plus peuplé en Inde, je pourrais poser la question à mon invité Ukraine, mais non, je ne vais pas le piéger dès le début de l'émission. Eh bien, figurez-vous que c'est l'Inde, mais en règle générale, c'est les pays d'Afrique, c'est là où on fait le plus d'enfants. Et alors, le pays où on en fait le moins, où les femmes en font le moins, eh bien, c'est le Japon. Mais on va évidemment aujourd'hui s'intéresser tout particulièrement au cas de la France. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes en France, des Françaises, donc, qui osent affirmer qu'elles ne désirent pas devenir mères, qu'elles ne désirent pas avoir d'enfants. Et donc Ukraine est avec nous et nous allons aborder justement ces questions de désir ou de non-désir d'enfants et on va essayer de comprendre pourquoi de plus en plus de femmes font le choix de ne pas passer par la case maternité. Alors évidemment le monde a bien changé parce qu'il y a un siècle ne pas vouloir d'enfants, ne pas vouloir être mère, c'était quelque part ne pas vouloir être femme et on était ces femmes-là qui n'avaient pas d'enfants étaient évidemment très stigmatisées. Alors bien sûr, vous êtes invité à venir nous raconter votre choix, qu'il soit définitif ou pas d'ailleurs, parce que on peut très bien avoir un avis à 17 ans et à 40 ans être d'un tout autre avis. Il est fréquent que la femme change par rapport à son désir d'enfant. Et puis les hommes sont aussi les bienvenus parce qu'après tout, ce désir d'être père, il existe chez certains hommes, même peut-être chez plus d'hommes qu'on ne l'imagine. Et vous connaissez bien sûr notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Ukraine. Bonjour Brigitte. Alors c'est intéressant parce que faire cette émission sur ce non-désir d'enfant avec vous, je trouve ça vraiment intéressant parce que vous êtes gynécologue obstétricien, vous avez mis au monde de nombreux enfants et en même temps vous avez travaillé sur les traitements de l'infertilité, donc vous avez aidé des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants à en avoir et je sais que vous avez aussi travaillé beaucoup sur le désir d'avoir un enfant qui parfois, après un travail notamment en cas d'infertilité, permettait à ces femmes de se rendre compte qu'au fond c'était peut-être pas vraiment un vrai désir. Je crois que c'est un peu ça votre cheminement. Oui, c'est très très bien résumé. Et en effet, ce qui importe dans ce qui est en train de se passer justement par rapport à ces femmes qui veulent pas d'enfants et des hommes aussi d'ailleurs, moi j'en ai croisé, c'est la question du désir d'enfant qui se pose et je pense que ça c'est le point positif. C'est-à-dire que jusque-là, on faisait un enfant et quand on interrogeait les femmes, et même les gens qui s'occupaient de psychologie, les psychanalystes, ils disaient le désir d'enfant, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Et je crois qu'il a besoin d'être élaboré, ce désir d'enfant. Il a besoin d'être élaboré parce que nous sommes plus dans la même maturité humaine et il faut que les choses soient de plus en plus claires dans ce désir d'enfant. Et je crois que la crise dans laquelle nous sommes pose cette question-là et ça, c'est le point positif. Après, on verra ensemble sûrement les côtés plus douloureux parce que beaucoup de femmes qui ne veulent pas d'enfants le font parce qu'elles se sentent dans une crise, dans une incertitude par rapport à la vie humaine actuellement. Donc il y a plein d'autres questions autour de ça, bien sûr. Alors, ce qu'on remarque en tout cas, parce que j'ai évidemment préparé l'émission, ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est dans les pays où l'éducation des femmes est là, parce que on voit bien qu'il y a des pays où finalement les femmes ne sont pas du tout éduquées. Certains pays même, elles ne vont pas encore à l'école. On voit bien que dans les pays où les femmes sont éduquées, il y a beaucoup plus de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Donc ça, je trouve que c'est déjà intéressant à remarquer, non ? Oui, ça c'est quelque chose qui est très clair maintenant, c'est que plus il y a de l'instruction, plus les femmes sont instruites dans les pays où elles ne le sont pas bien sûr, et bien plus la réflexion personnelle vient et plus cette réflexion personnelle fait que le choix va être plus conscient, une certaine passivité vis-à-vis d'un pouvoir masculin ou d'un pouvoir politique qui dit ce qu'il faut faire. Là, la personne instruite va réfléchir par elle-même et prendre des décisions par elle-même et assumer son choix. Et ça, en effet, c'est quelque chose de très important que d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé a bien dans le collimateur, c'est-à-dire que l'éducation de tout le monde, du monde entier, de toutes les femmes en particulier, est un facteur très important dans l'évolution de la démographie et dans la contraception. Et l'accès à la contraception.
Alors justement, la démographie, elle est galopante depuis une cinquantaine d'années. Je sais que vous travaillez aussi, et enfin en tout cas que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, Ugren, la manière dont l'humanité explose. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement par rapport à ça? J'ai envie de dire que oui, la première chose, c'est que cette démographie galopante est j'allais dire, inquiétante parce que on le sait, elle augmente beaucoup la consommation, elle augmente l'épuisement des richesses, elle augmente l'empreinte carbone, elle augmente de tout un tas de choses. Mais je pense que c'est pas la seule chose à considérer. C'est-à-dire que, en effet, il y a un côté négatif, mais la question qui va se poser, je pense, elle n'est pas que liée à cet aspect-là. Autrement, on dirait, dans le contexte d'incertitude et de rupture entre ce que la Terre peut nous donner et puis ce que dont on a besoin, eh bien, oui, il faudrait plus faire d'enfants. Je crois que le problème n'est pas du tout aussi simple que ça, parce qu'en fait, si vous voulez, la question c'est quel enfant on va faire. C'est-à-dire que si nous sommes dans une crise d'extinction massive, ce que tout le monde sait aujourd'hui, hein. Donc c'est la sixième en 500 millions d'années, pardon. Si on est dans une crise comme ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et qu'il faut se poser des questions exceptionnelles et que toute la façon de penser qui a amené à cette crise, puisque c'est l'humain qui en est responsable de cette sixième crise, c'est l'anthropocène, hein, on appelle ça, puisque l'homme en est responsable, sa façon de penser en est responsable, il faut aboutir à des humains qui vont penser autrement, qui vont remettre en cause cette civilisation et vont produire une autre façon de penser, une autre façon d'agir. Et donc si on a des enfants qu'on essaye de mettre sur cette direction-là, c'est soyez inventifs. Ne faites pas ce qu'on a fait, parce que ce qu'on a fait, un temps a été positif, mais maintenant devient négatif, puisque ça détruit la terre, les animaux, les végétaux et nous-mêmes. Donc il va falloir une autre espèce arrive, et c'est ce que dit la phylogénèse dans toute son histoire, dans les 5 crises précédentes. Chaque fois, la phylogénèse a dit une nouvelle forme de vie doit apparaître, qui va se comporter de façon différente. Et je crois que c'est ça qui va être le choix, c'est soit on va participer à mettre au monde des enfants qui vont être plus porteurs d'avenir que rester sur les vieilles valeurs. Si c'est pour les rester sur les vieilles valeurs, ça vaut pas la peine, en effet. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on constate que beaucoup de femmes qui sont donc dans des mouvements écologiques sont dans cette incertitude justement de savoir si elles veulent ou pas mettre un enfant au monde. Et on voit quand même dans les jeunes générations, en tout cas dans les pays occidentaux, que les jeunes enfants sont habitués dès le départ au tri sélectif, par exemple. Enfin, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience de ce côté-là. Oui, complètement, oui, tout à fait. Les enfants qui vivent dans un milieu où il y a un respect de la nature, ils vont être habitués à ce respect-là. Et du coup, ça va leur devenir naturel. Ça a été montré de très nombreuses fois, hein, c'est cet effet de copier les parents, c'est un autre nom en psychologie, mais de copier les parents et de prendre ces valeurs-là, après pour les remettre en cause, heureusement, un peu dans l'adolescence et puis les faire siennes. Mais il y a quelque chose qui est justement extrêmement important dans l'éducation des enfants qui vont naître, des nouveaux enfants qui vont naître, c'est les mettre devant ces questions et devant nous, tous les efforts qu'on peut faire pour résoudre aussi ces questions. Et pour, en effet, par le tri, par une façon de se comporter avec l'autre, etc., aller vers cette mutation, cette nouvelle naissance de l'humanité. Oui, et les détracteurs justement de cette notion juste d'écologie disent, de toute façon, à quoi ça sert de faire des efforts, puisque la majorité des humains actuellement ne font pas d'efforts, continuent à polluer, et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Inde, par exemple, on peut se poser des questions. Mais bon, si chacun ne fait pas sa part, c'est vrai qu'on n'avance pas beaucoup. En tout cas, on va voir ce que nous disent les femmes, les hommes qui vont nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. Ça va être une émission où on va avancer ensemble avec tous les avis sont les bienvenus, parce que je crois que Ugren, vous n'avez pas de certitude, moi non plus, donc je crois que c'est important de laisser à chacun, grâce peut-être à ces 2 heures qu'on va passer ensemble, la possibilité de faire le bon choix pour lui ou pour elle, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes en compagnie de Hugues Rennes, gynécologue obstétricien spécialiste des traitements de l'infertilité, et on se pose la question de la naissance d'enfants aujourd'hui en ce 21e siècle. Le slogan, ça pourrait peut-être être des enfants pour payer nos retraites ou pas d'enfants pour sauver la planète. Hugues Rennes, c'est un peu ça ce qu'on entend assez souvent ces derniers temps. Oui, c'est un peu triste de s'arrêter là, mais on est... Oui. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Brigitte. Vous avez dit quelque chose qui est une pensée qu'on entend beaucoup, c'est oui, mais bon, moi je vais trier, je vais faire ci, je vais faire ça, mais c'est pas le peu qu'on fait qui va changer la planète, parce que beaucoup ne font rien. Et ça, il faut bien, il y a un argument pour ça, c'est que si, encore une fois, je me réfère à la phylogénèse, mais dans la phylogénèse, la mutation n'est jamais venue d'une majorité. Elle est venue d'une minorité, elle est venue d'une petite quantité de personnes qui cherchaient une solution, et c'est à partir de cela que la vie a explosé dans le sens positif du terme. Et en plus, on peut se référer à Gandhi qui dit « Sois le changement que tu attends du monde », quelque chose comme ça. Et donc je crois qu'il ne faut pas du tout s'arrêter à cet argument de dire « Bon, ben moi je fais, mais c'est très peu de choses ». Parce que ça nous forme nous-mêmes et ça forme nos enfants. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que vous avez soulevé tout à l'heure, Brigitte. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, ça va faire cette mutation. Mais ce n'est pas la majorité qui fera la mutation, c'est une minorité. Je suis bien d'accord avec vous. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez envie? Moi, il y avait deux choses. C'est que depuis tout à l'heure, il y a un positionnement qui me questionne beaucoup. C'est-à-dire, il y a une interprétation à travers le prisme de la conscience politique verte qui ferait qu'on voudrait être décroissant, faire moins d'enfants, tout ça. Moi, je me demande si l'évolution sociétale, ce n'est pas également un certain goût pour l'hédonisme, l'individualisme, un mépris pour la transmission. C'est-à-dire qu'on voit bien l'effondrement de l'école, on veut que du nouveau, des nouvelles technologies, des choses comme ça. Il y a assez peu de volonté de transmettre des savoirs traditionnels. Donc je me demande si ce n'est pas aussi ça qui fait le lit de ce refus de perpétuer notre espèce en quelque sorte. Par ailleurs, sur la question verte, trier ses poubelles c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fera que les grandes entreprises arrêteront de polluer, que les plus riches arrêteront de prendre des jets. Alors je veux bien croire que notre petite part de colibri que nous prenons individuellement va changer les choses, mais je suis quand même assez pessimiste sur la chose. Après, pour en venir à mon cas personnel, je suis une maman de 3 enfants. Je suis née en 1966 et déjà la pression sociale était moindre pour ce qui est pour les femmes. Et j'ai grandi avec une maman qui était de ces femmes libérées des années 70, qui m'a répété tout le temps, fais des études et ne fais pas d'enfants trop tôt, parce qu'une fois qu'on a des enfants, on ne peut plus rien faire. Donc on ne peut pas dire que j'ai été portée par une vision positive de la maternité. Et pourtant, j'ai eu 3 enfants. Ceci dit, aujourd'hui, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je pense que je ne me lancerai pas là-dedans, non pas par anxiété bioclimatique du tout, mais parce que l'évolution des pays développés, la violence qui s'y développe, l'absence d'espérance politique et une volonté de nouveauté permanente sans penser la transmission justement ferait que je n'aurais pas envie de faire des enfants dans ce monde-là actuellement. Voilà, et ça n'a rien à voir avec l'anxiété climatique. Non, c'est intéressant parce que finalement votre réflexion, si je l'entends bien, et vous me direz Laurent si je me trompe pas, c'est qu'au fond, à quoi bon fonder une famille dans une société qui ne respecte plus ses valeurs familiales? Tout à fait. Tout à fait, oui. Et là, familiale et d'une manière générale, la question d'une permanence, voilà. Au-delà de la famille, hein. Oui, la transmission la verticalité d'une société. Voilà, tout à fait. C'est intéressant. Je suis vraiment totalement d'accord avec vous. Je sais pas, Hugues Rennes, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laurence? Ah ben moi c'est ce que j'allais dire, donc je les remercie de m'avoir devancé. Il y a une perte de confiance en effet dans la politique, dans le fait que les politiques peuvent vraiment résoudre des problèmes, une perte dans la confiance dans les investisseurs qui eux voient que l'argent, donc une espèce d'incertitude générale qui fait que dans ce contexte qui devient inhumain, je le dis à ma façon,
on n'a pas trop envie de mettre des enfants dans un monde comme ça, où il y a de telles incertitudes. Donc ça, c'est une des causes principales. Et d'ailleurs, ce monde est tellement incertain qu'on sait très bien que depuis le Covid, et ça continue, il y a énormément de suicides d'adolescents. Et donc ça, c'est un signe de désespoir. Donc il y a un désespoir ambiant que je ne partage pas totalement, mais que je partage en partie, si, en partie, mais pas complètement, parce que moi je suis pour la mutation, je suis pour le changement, je suis pour participer, donc, mais je le comprends complètement. Et j'ai une amie qui me disait que dans d'autres pays dont elle s'occupe, c'est la même chose. Il y a énormément de suicides parce que c'est désespérant, et ce désespoir produit justement le non-désir de mettre au monde un enfant dans un monde aussi désespérant et qui ait aussi peu respect des traditions, comme le dit Laurence, parce qu'en effet, il y a un savoir ancestral et même des peuples premiers, etc. Et ce savoir, il est bafoué par les GAFA, par la volonté de l'intelligence artificielle, qui n'est pas une intelligence, qui est une agglomération de connaissances très 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 stéréotypées et absolument pas utile pour l'humanité au sens profond de ce terme, qui peut être une aide mais pas remplacée. Et donc il y a en effet quelque chose qui est assez désespérant. Mais si on veut participer à la suite, eh bien peut-être qu'il faut réfléchir au problème aussi de cette mutation, quoi. Voilà. Oui, Laurence. Oui. Écoutez, on démarre un débat à haut niveau, grâce à vous, Laurence. Merci. Oui. Merci à vous de laisser fleurir les idées. Oui. Mais vous savez que Ugraine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un très très bon ami qui est chaman, un grand chaman, et qui viendra d'ailleurs dans cette émission à la fin du mois, je crois. Et les chamans sont tous de tout pays, alors qu'ils ne se connaissent pas, en train de dire exactement les mêmes choses que ce que vous dites, Ugraine. C'est-à-dire qu'en effet, il va y avoir des changements importants, et plus on est finalement apte à s'adapter, mieux ce sera, et plus on sera nombreux à être d'accord pour s'adapter, ce sera bien. Et juste pour revenir sur le désespoir dont vous parlez, Laurence et Ugraine, je crois qu'il y a une chose qui a beaucoup marqué les médias, c'est depuis une quinzaine de jours, c'est le nombre d'adolescents qui prennent des drogues. Et ça, c'est aussi signe d'un grand désespoir. On n'a jamais eu autant d'addictions, de drogue. L'alcoolisme est en nette augmentation également. Donc tout ça, ça montre bien à quel point les gens ne vont pas bien. Vous voulez réagir, Laurence ou Hugues ? Tout à fait. Moi, je le constate dans l'éducation, et puis je trouve toujours dans cette histoire de transmission, nous ne tendons pas la main aux plus jeunes, c'est-à-dire des points d'écoute, des psychologues, des lieux qui permettraient à ces enfants en souffrance de poser leur souffrance, n'existent pas. Il y a la marotte du harcèlement actuellement, qui consiste essentiellement en quelques fiches de procédure pour couvrir l'éducation nationale et transférer la responsabilité au niveau du terrain, parce que effectivement c'est un problème, mais toutes les autres souffrances des enfants et des adolescents ne sont pas traitées. Nous n'avons pas de médecin scolaire, nous n'avons pas de psy. Donc effectivement, ça aussi, ça relève d'une volonté de préserver la transmission, d'être tourné vers les plus petits et vers l'avenir. Donc, bon, voilà. Écoutez, Laurence, on va voir ce qui se dit tout au long de ces 2 heures. Merci beaucoup de cette intervention. Et puis, vos enfants, vous avez des filles, Laurence ? Alors, j'ai une fille qui a 25 ans, qui pour l'instant ne se projette pas du tout dans une maternité. J'ai un garçon de 18 ans qui est un peu jeune, et j'en ai un de 28 ans qui m'a dit cette phrase pleine d'espoir, parce que je lui disais que moi je comprenais que dans la société actuelle ce soit difficile de se projeter. Et il m'a répondu, oui, moi aussi je me disais, je ne vais pas faire d'enfant. Et puis tout d'un coup je me suis dit, et si moi je donnais le jour à celui qui va sauver les choses en ayant une idée de génie? Donc voilà. C'est joli. Voilà. Eh ben, on va vous laisser sur cette phrase pleine d'optimisme. Merci en tout cas, Laurence. Ugraine, on va aborder dans un instant avec Philippe Hoffman une autre question qui montre aussi le désespoir de nos ados, la question du genre, avec Philippe Hoffman qui nous rejoint dans un instant. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300 sur aldi.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Ugraine, vaste débat aussi, la question de genre chez les ados, et c'est avec Philippe Hoffman qu'on va peut-être voir plus clair, comme d'habitude. Bonjour Philippe Hoffman. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Et alors aujourd'hui, je fais cette chronique parce que j'ai été alerté par de nombreuses infirmières scolaires avec qui je fais des formations
sur le fait qu'elle voyait de plus en plus d'ados qui étaient mal dans leur peau et qui venaient pour des questions d'identité sexuelle, d'appartenance de genre. Alors, elles sont étonnées, ça s'est amplifié depuis quelques années. Bon, en 2021, il y a eu une circulaire de Blanquer qui disait qu'il fallait accueillir toutes ces demandes-là avec beaucoup d'attention, mais c'est vrai que on peut se dire qu'au nom de l'égalité, de la discrimination, tout ça, il faut faire des efforts, mais enfin là, ça va peut-être un peu loin, et puis ça laisse tous les professionnels assez perplexes. Parce que il y a les gosses qui veulent changer de prénom, qui s'attribuent des attitudes, des allures de sexe opposé, qui veulent des adresses de consultation spécialisées. Et c'est vrai que ça vient d'arriver, quoi. C'est pas quelque chose qui était là déjà depuis leur enfance. Alors, bien sûr, des êtres à l'identité sexuelle troublée, ça existe, hein. Il y en a qui ont des dysphories de genre, comme on dit aujourd'hui, avec des variations, par exemple, de leur développement de l'appareil génital, mais il y en a... Excusez-moi, Philippe, mais peut-être vous connaissez pas la réponse, mais Hugues connaît peut-être. Quel est le pourcentage d'enfants qui naissent hermaphrodites? C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quel sexe il est. Alors, j'ai pas le pourcentage, mais c'est rarissime. Oui, je crois que j'en ai vu encore. Je ne saurais pas le chiffre, mais moi j'en ai vu dans ma carrière depuis 75, j'ai dû en voir un ou deux. Oui. Carrière professionnelle longue. Oui, c'est très rare. Alors il peut y avoir des anomalies chromosomiques, mais qui donnent pas d'anomalies physiologiques. Donc bon, en tout cas c'est très rare, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la transidentité, du fait qu'on n'est pas forcément né dans le bon corps, etc. Et c'est vrai que ça a été beaucoup médiatisé, ce qui concernait auparavant qu'une petite frange d'adultes marginalisés. C'est devenu un sujet de société avec les médias, l'internet et même la confusion de certains pouvoirs publics. Et donc il y a beaucoup d'ados qui ont été intéressés par ça parce qu'ils étaient en mal d'identité, ils se sont identifiés à tout ça et ils en ont même fait un combat qui est devenu obsessionnel. En fait, c'est un bel effet miroir du sentiment d'adolescent d'être rejeté, différent, et de pouvoir un jour s'autodéterminer, pourquoi pas changer de sexe. Alors, rappelons une chose qui est importante, c'est que le genre, ça s'établit dès la naissance, non seulement parce qu'on a une différence anatomique qui est irréfutable, hein, mais aussi parce que on a des parents qui nous assignent, consciemment ou non, un sexe, avec un prénom, avec des représentations du garçon, de la fille. Par exemple, après avoir eu 4 filles, on désire souvent un garçon. Mais si c'est encore une fille, bah, comme par hasard, on l'appellera René, Claude, et elle aura peut-être des manières de garçon manquées. Donc, comme quoi, vous voyez, on peut assigner. Oui, mais justement, Philippe Hoffman, que pensez-vous de cette tendance comme ça qu'on entend un petit peu trop souvent à mon goût, bref, qu'il faut laisser à l'enfant le temps de choisir s'il a envie d'être un garçon ou une fille? Hugues, vous pouvez réagir, hein, bien sûr. Oui, non, mais... Vous êtes d'accord, là, hein, on entend. Oui, on entend ça, mais c'est un peu un raccourci. C'est-à-dire que, en fait, on donne cette illusion-là à l'enfant qui ne peut rien choisir, puisqu'en fait, il commence à se différencier sexuellement que vers 3-4 ans, et ça va s'affirmer de manière très lente jusqu'à 20-25 ans. Donc, vous voyez, ça met du temps à avoir une identité de genre bien établie, hein. Surtout aujourd'hui où on est dans un univers de tous les possibles. Par exemple, à 3-4 ans, les enfants, ils s'exhibent beaucoup, ils découvrent le sexe opposé, ils jouent au docteur, etc. Enfin bon. Et en fait, le genre masculin et féminin, ça se renforce. Mais ça se renforce aussi avec une chose qui est importante pour les enfants et qui est déniée aujourd'hui par tous les gens de la transaffirmation, là. C'est que les stéréotypes de genre qu'on retrouve dans les jeux, mais aussi dans les attitudes sexuées, sont très importants pour se construire. Mais bien sûr, ils ont changé, c'est plus les mêmes qu'avant, on n'est plus aussi radical et c'est plus aussi sexiste, mais en tout cas, ça existe
même si il y a des garçons qui aiment bien jouer à la poupée et des filles avec des flingues, les garçons et les filles quand même ont des jeux de garçons et de filles, et ce dès le plus jeune âge. Et c'est pas parce que on les a complètement standardisés. Hein. Et en fait, à l'adolescence, ça change tout ça parce que il y a beaucoup de bouleversements corporels, psychiques, et donc tous les ados, ils commencent à douter de plein de choses. Ils remettent tout en cause et ils se disent tiens, on pourrait peut-être se forger une nouvelle identité, exister autrement. Et donc ils voudraient bien avoir des réponses à tout ce qui leur arrive dans leur sexualité, mais même s'ils sont impatients, vous savez, on en a déjà parlé, l'identité sexuelle et l'évolution de leur sexualité, c'est lent. Ça prend des années, entre 12 et 20 ans. Donc ça prend 8 ans, au moins. Et ils ressentent des désirs bizarres, homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, et bien d'autres, plus obscurs, même gênants, incestueux, pédophiles, sadomaso, zoophiles. Enfin, ils se sentent coupables et ils ont du mal à savoir quelle est la part du fantasme, de la réalité, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire. Et au début, ils se raccrochent eux aussi, comme les enfants, à des stéréotypes sexuels, mais encore plus basiques, très sexistes. Alors avec les mecs qui veulent devenir des virils bien membrés et les filles des bombes sexy plantureuses. Avec le temps, ça va évoluer tout ça. Hein. Il y a les rencontres amoureuses qui vont adoucir tous les premiers espoirs et on deviendra plus tolérant, etc. Mais il y en a, par contre, qui sont mal dans leur corps, mal dans leur tête, et devant les infinies possibilités de la sexualité, ils savent pas comment se situer. Alors, si on les conforte dans leur fantasme du moment d'être homo, bi, genrés différemment, intersexués, asexués, ils collent au message. Ils se sentent compris, rassurés. Et hop, ils évacuent leurs doutes. Mais s'ils évacuent leur évolution sexuelle. Mais c'est de bons candidats naïfs à tous les messages. Et une fois qu'on leur signale qu'ils sont uniques et qu'ils appartiennent à une communauté maudite par la société des puissants, c'est-à-dire des adultes, eh bien, ils vont sur des forums, ils se trouvent des affinités, ils se construisent une nouvelle identité. On leur donne des astuces, des articles de loi, des bonnes adresses. Et leur désir qui gonfle et gonfle, ça devient un soufflet complètement vide, mais qui les satisfait. Donc parfois, ils embarquent leurs parents, désemparés ou même complices, vers des consultations spécialisées pour changer de sexe, avec le risque de se préparer des opérations irréversibles et de lourds traits. Alors heureusement, tout ça a quand même évolué parce que depuis 10 ans, ça fait des catastrophes, en particulier dans les pays du Nord. Et parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un effet de mode incroyable. C'est-à-dire que les demandes de changement de sexe, par exemple, ça s'est multiplié par 800 pour les filles et par 500 pour les garçons en Suède. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils se sont dit oh là là, ça va trop loin, il faut qu'on s'arrête. Ils ont arrêté carrément les consultations spécialisées et ils se sont dit on va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. On va peut-être essayer de voir les choses un peu plus largement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Parce que quand un ado demande des choses comme ça, c'est peut-être qu'il a d'autres problèmes aussi. Et puis, en Angleterre, vous en avez peut-être entendu parler, on a fait fermer le service spécialisé de la clinique Tavistock, où on médicalisait les enfants dès l'âge de 8 ans. On leur donnait des hormones, vous voyez. Donc, c'est fini, ça c'est interdit maintenant, en 2021. Hein. Et en 2022 aussi, en Finlande, on a fermé les consultations. Donc en France, c'était un mouvement qui avait commencé à gonfler, mais peut-être que au regard de ce qui se passe dans des sociétés où on l'avait vraiment pris trop à la légère, eh bien, on va se calmer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chercher une identité sexuelle, c'est une vaste aventure. Hein. Faut accompagner nos jeunes sans tout prendre au pied de la lettre. Ils ont le droit de rêver, de fantasmer, et il y a beaucoup d'orientations possibles, mais rien n'est figé et tout n'est pas forcément possible. Et oui, c'est une vraie question actuellement, en tout cas. Ukraine, vous voulez réagir, j'imagine? Oui, mais je pense qu'en fait, le problème, il est qu'on a ouvert la porte à une possibilité, alors que le problème, il est intérieur. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, on ne va pas parler des exceptions, il y en a, et c'est des cas très particuliers qui ne nécessitent pas de loi. Mais je pense que là, les pouvoirs publics, la politique et les médias ont fait beaucoup de mal en ouvrant la porte à une façon de penser qui est
un désir de toute puissance. Je suis tout puissant sur mon corps, je suis tout puissant sur mon sexe, je peux tout faire. Et ce désir de toute puissance est une maladie profonde de notre humanité. C'est-à-dire alors du coup, on nie la réalité. Alors je suis né avec tel sexe, on nie cette réalité et on va créer une autre réalité qui n'est pas la réalité. Donc on est dans une pseudo-réalité. Et c'est ça le plus grave. Et que les médias, les pouvoirs publics, et qu'on continue à avancer avec des choses aussi folles et qui conduisent à des douleurs énormes, parce que je ne suis pas encore spécialiste de la question, mais je sais qu'il y a maintenant des adolescents qui ont changé de sexe et qui ont été opérés et qui maintenant regrettent. Et donc cela, on va faire quoi? On va les réopérer une deuxième fois? On va faire quoi? Donc, 70% des jeunes qui ont subi ce genre de suivi pseudo-médical changent d'avis quand ils deviennent des adultes. 70%. Et on disait que, vous savez, au Canada, à un moment donné, on disait, oui, vous préférez avoir une fille transgenre ou une fille morte, vous voyez, parce qu'il y avait du chantage au suicide. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui font ce parcours-là sont des gens qui ont aussi d'autres problématiques psychologiques et ils se suicident 2 fois plus que les gens qui ne font pas ce parcours. Donc, il y a vraiment un vrai sujet et qu'il faut élargir. Il y a des gens pour qui il faut vraiment s'occuper de ce problème de dysphorie de genre. Ils sont très peu, mais il faut le faire. Et ça fait partie de la santé publique. Mais par contre, l'étendre à tous les adolescents, c'est vraiment un drame. Surtout que les ados, eux, ils rêvent un peu de ça. Mais ce ne sont que des fantasmes. Oui. Allez-y, Hugues, je vous en prie. Non, je dis que quand vous dites, oui, moi, ce qui m'effraie le plus et qui m'inquiète le plus, c'est la douleur que ça crée, la douleur intérieure, la souffrance qui est produite par cette façon de faire et qui arrive à des suicides. Je trouve ça monstrueux. On peut pas juste discuter des chiffres comme ça. Je trouve qu'il faut vraiment agir, il faut faire quelque chose parce que c'est une folie. Enfin, je sais pas comment le dire. Je suis outré, je sais pas, je suis débordé par la violence que ça produit chez les enfants et la violence que ça produit à l'intérieur et la souffrance. Oui, mais je pense que c'est un problème le genre, le transgenre, c'est un problème actuel qui est mis en relief, mais comme tout, on voit actuellement que toute minorité est mise en relief, comme si parce que la société se voudrait beaucoup plus libre et beaucoup plus tolérante, mais je crois qu'on n'a absolument rien compris à ce qu'était la liberté, et ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission, hein. Merci en tout cas, Philippe Hoffmann, bravo, parce que c'était très clair et je crois que ça a beaucoup aidé tous ceux qui nous écoutent et qui n'avaient peut-être pas un avis très tranché sur cette question du genre. Et puis c'est vrai que quand on entend les chiffres, je crois qu'on a moins envie d'être trop tolérant. Franck est avec nous pour répondre à 3 questions intimes et en poser une à Hugues Rennes. Bonjour Franck. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Alors, écoutez, je vais vous poser une question suite à la chronique de Philippe Hoffmann. Est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être un garçon ? Je suis heureux, je suis très heureux et fier. Voilà, mais si vous étiez une fille, est-ce que vous seriez heureuse d'être une fille? Ça, on ne sait pas. Bon, en tout cas, vous êtes heureux d'être un garçon. Deuxième question, est-ce que vous êtes à l'aise avec votre nudité? Oui, complètement. Peut-être oui. un petit peu trop même. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous aimez vous balader à poil sur votre balcon? Éventuellement, moi, s'il n'y a pas trop de personnes autour, sans vouloir m'exhiber, moi, je suis très bien nu, quand il fait chaud, surtout. D'accord. Et vous pratiquez le naturisme ou le nudisme? J'ai eu pratiqué, oui, mais là, plus depuis un petit moment. D'accord. Oui, donc vous êtes très à l'aise avec votre corps. Et troisième question, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'acte sexuel? Quel est le moment que vous préférez? Ce que je préfère, c'est donner du plaisir à ma femme. Et de quelle manière? En la voyant s'abandonner, être dans un état plus ou moins second, on va dire. Vous aimez la voir jouir, quoi, tout simplement. Ouais. Bon. Exactement. Et vous faites tout ce qu'il faut pour, j'imagine. Je me donne au maximum. Après, c'est à elle de juger. Ah bah, c'est à elle de se donner la possibilité de l'avoir, cet orgasme. On est bien d'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Hugues Rennes, il vous écoute, allez-y. Bonjour Hugues Rennes.
Bonjour Franck. Petite question, avez-vous réalisé tous vos fantasmes? Écoutez, tous ceux qui me sont venus, dans la mesure du possible, oui, mais par contre, toujours dans le profond respect de la partenaire et sa pleine adhésion aux propositions. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses, je pense, il n'y a pas de choses qui m'ont traversé, il n'y a pas de choses qui me restent où je me dis, tiens, là, je l'ai pas fait, je suis en manque. Non. Mais je faut surtout ne pas oublier que j'ai peut-être eu la chance de rencontrer des femmes qui aimaient bien explorer tout un tas de pratiques. Et voilà. Et donc, oui, non, j'ai pas de manque. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Après, peut-être qu'il y en a que je ne vois pas, mais j'en sais rien. J'ai pas de manque. Bon. Bien, c'est une chance. Vous avez des manques, vous, Franck? Oh, des manques. On peut pas appeler ça des manques, non. Mais pourquoi pas avoir des envies, oui, bien sûr, des fantasmes à réaliser, ouais, bien sûr. Mais c'est bien d'avoir encore quelques fantasmes qu'on n'a pas réalisés. Ça permet de faire fonctionner son imaginaire érotique et puis peut-être que ça viendra. Oui, bien sûr. Ouais. Merci en tout cas de cet échange, Franck. Merci à vous. Merci à vous. Hugues, on fait une petite pause. On retrouve Julie qui elle, n'a pas eu d'enfant. Elle nous dira pourquoi dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Hugues, gynécologue obstétricien spécialisé traitement de l'infertilité. Et je rappelle que vous pouvez aussi retrouver Hugues sur son blog si vous aimez justement la manière dont il voit la vie sur notre planète. Vous pouvez le retrouver bien sûr. Alors Julie est avec nous. Julie, vous n'avez pas d'enfant. C'était un désir de ne pas en avoir ou pas? Bonjour. Alors, oui et non. Bonjour à Hugues et bonjour à vous, Brigitte. Merci pour vos émissions et vous êtes vraiment quelqu'un de charmant. En fait, oui et non. Disons que, en fait, j'ai eu des désirs d'enfant. Malgré le fait que j'ai énormément considéré ma situation économique, familiale, écologique, puisque j'étais très au fait des problèmes écologiques dès les années 80 et quelques. Est-ce que j'ai vu un film très important à cette époque-là qui m'a vraiment parlé. Et j'ai vu que le monde pouvait en effet basculer du mauvais côté. Je ne sais pas si je dois vous préciser ce film ou pas. Si, allez-y. Solidaire. Oui, bien sûr. Il est basé un peu sur le rapport Meadows. Donc malheureusement, ça s'est avéré rejoindre ces théories. Et en fait, écoutez, pour moi, le désir d'enfant, il se base surtout et avant tout sur le fait que je rencontre un conjoint avec qui je suis tellement heureuse et avec qui je me sens si bien que j'ai envie de me reproduire avec cette personne et qu'on soit plus deux mais trois. Oui, voilà, l'enfant créateur d'un amour sincère entre deux êtres. Voilà, je crois que j'aurais en effet, si j'avais trouvé au bon moment cet être-là et un père aussi, parce que je me voyais mal assumer toutes les difficultés à moi toute seule. Je suis une petite femme très solide, mais quand même une petite bonne femme. Et donc, vous savez, Julie, je crois que on ne le dit peut-être pas assez non plus. Élever seule des enfants pour une femme, c'est une charge mentale énorme. Hein. Oui. Et d'ailleurs, elles n'ont pas le temps de faire grand chose d'autre que d'aller travailler et s'occuper de leurs enfants. Excusez-moi. En fait, j'étais tout au fait de ce problème parce que moi, très jeune, mes parents devant travailler, ils m'avaient délégué un petit peu la charge de mes sœurs. Donc, dès 9 ans, j'allais déjà chercher ma petite sœur à l'école maternelle et je la gardais jusqu'au retour de ma mère. J'étais très au fait des responsabilités et du dévouement que ça exige parce que j'ai même suivi la scolarité de ma dernière sœur avec laquelle j'avais une énorme différence. Donc, j'étais
très très au courant de ce que c'est que d'être une mère, une bonne mère, de donner un avenir à ses enfants. Mais bon, j'aurais quand même eu un enfant malgré toutes ces difficultés si j'avais trouvé la personne avec qui on aurait pu concrétiser cela. Ukraine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce que nous raconte Julie? Oui, je trouve qu'en effet, l'idée d'attendre d'avoir un homme avec qui les choses soient possibles, ça me paraît indispensable. Et comme vous le disiez, Brigitte, j'adhère tout à fait à l'idée que toutes ces femmes qui veulent un enfant seul, elles ne savent pas dans quoi elles se lancent. Et d'ailleurs, on sait très bien que les pouvoirs publics sont obligés de les soutenir de plus en plus parce qu'elles ne se rendent pas compte à quel point elles vont être devant des difficultés matérielles. Et en effet, elles sont coincées entre travailler et s'occuper de leur enfant. Et c'est extrêmement compliqué. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout se leurrer. Et là aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si vous voulez, c'est encore un désir de toute puissance, de se débrouiller tout seul, d'avoir ce qu'on veut, dans une espèce de pulsion qui n'est pas réfléchie jusqu'au bout. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retrouver dans des circonstances où les choses se passent bien, c'est pas ça que je veux dire. Où ça peut être quelquefois un véritable choix et les choses vont bien se passer. Mais globalement, c'est vraiment pas choisir des bonnes conditions, ni pour soi, ni pour l'enfant, ni pour la société d'ailleurs. Oui, et on voit bien d'ailleurs que dans de nombreux couples aujourd'hui, l'homme s'investit énormément dans le partage des tâches pour s'occuper des enfants. Donc enfin, je veux dire que les femmes travaillent aujourd'hui, c'est pas un problème pour avoir des enfants et pour fonder des familles. Le problème, c'est quand les femmes pensent qu'elles peuvent toutes seules, en effet, élever plusieurs enfants tout en continuant à travailler, évidemment, puisque si elles sont seules, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ramène de l'argent à la maison. Mais je pense qu'il y a quand même une évolution du côté des hommes, me semble-t-il, Ukraine, pour justement prendre aussi leur part dans toute la charge que représente l'éducation des enfants. Si vous voulez, de toute façon, oui, Brigitte, parce que dans les générations précédentes, la femme, le plus souvent, elle s'occupait quand même de la maison, des enfants, et du coup, l'homme s'en occupait moins parce qu'elle était à plein temps dans ce rôle-là. Et maintenant que justement, la femme, elle a aussi une autre vie, une vie professionnelle, une vie personnelle qui prend aussi du temps, et bien du coup, ça revient à un équilibre, comme vous le disiez, beaucoup plus juste dans la façon dont on s'occupe des enfants et de la maison, et une répartition des tâches pour que chacun puisse s'exprimer dans son métier, s'exprimer dans une vie personnelle, et pas simplement dans un cadre qui est le boulot pour l'homme. Et voilà. Oui, Julie, allez-y. Oui, mais écoutez, tout à fait. Et merci d'avoir considéré mon point de vue, et je souhaite à toutes celles qui vont affronter leur vie de femme, de trouver la personne avec qui elles seront heureuses pour avoir envie de concrétiser ce désir d'enfant. Mais Julie, c'est un regret aujourd'hui de ne pas en avoir eu Je vais vous dire non, parce que je me suis énormément occupée d'enfants, puisque j'ai travaillé pratiquement je travaille avec des enfants j'ai travaillé avec des enfants de 3 mois à 22 ans, parce que des fois il y a des grands enfants, et donc j'ai aucun regret, heureusement. Quelque part oui, mais au fond non, parce que finalement, je me dis, dans le monde dans lequel on est, en effet, c'est peut-être mieux ainsi. Voilà. Et par contre, j'ai fait ma part avec tous ces enfants à qui j'ai pu apporter quelque chose. Oui, bien sûr. C'est là où on voit que quelque part avoir des enfants, c'est pas une nécessité absolue pour être femme, et ça c'est peut-être aussi quelque chose d'assez nouveau. Et puis rappelons-le aussi, c'est la contraception qui a permis aux femmes de prendre d'abord d'avoir le choix de ce qu'elles désiraient faire, et puis aussi de pouvoir travailler, parce que quand il n'y avait pas de la contraception, les enfants arrivaient malgré tout, si je puis dire, Ukraine. Je crois que c'est ce qu'on oublie. On oublie peut-être aussi de temps en temps de rappeler que la contraception a quand même aussi énormément changé la donne. Oui, c'était l'instruction et la contraception, ce qu'on a un petit peu évoqué en début d'émission. Oui, absolument. Mais merci beaucoup, Julie, en tout cas de ce témoignage. On va continuer, Ukraine, dans cette deuxième heure. Alors,
est-ce que vous pensez que le désir d'enfant, il est plus prégnant chez les femmes de toute façon, quoi qu'il arrive, ou est-ce que ça dépend des individus? Alors, je crois que globalement, enfin, dans mon exercice professionnel, ce désir, je l'ai vu beaucoup plus puissant chez les femmes que chez les hommes, hein. Alors après, ça peut changer sûrement. Est-ce que ça change? Peut-être un peu, mais je crois qu'il est. Alors, est-ce qu'il est ontologique? Est-ce qu'il est dû au principe même féminin qui a besoin de construire la vie, alors que l'humain, l'homme, quelquefois, on peut en douter quand il voit à quel point il fait la guerre. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui, de toute façon, dans l'expérience que j'ai eue moi, en tout cas, montre que le désir est beaucoup plus puissant chez la femme. On le voyait bien dans le contexte de l'infertilité. Les hommes venaient, mais savaient pas trop, souvent pas trop sur quel pied danser. Ils accompagnaient leurs femmes, ils l'accompagnaient avec beaucoup de tendresse et d'envie de les aider, mais ils étaient un peu à distance, ils comprenaient pas bien ce qui se passait. Ils étaient un peu dépassés par la puissance de ce désir d'enfant qu'on voyait chez les femmes, chez certaines femmes, enfin celles qu'on voyait en consultation d'infertilité bien évidemment. Donc c'est particulier. D'accord. Ben, on continue avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous pensez de faire un enfant aujourd'hui en ce 21e siècle. 0826 300 300. On attend vos appels. Et puis la petite devinette du jour, Ugraine, c'est l'histoire d'un poil qui, lui, est totalement bipolaire. Alors, le matin, il se sent bien, mais le soir, qu'est-ce qu'il est? C'est la réponse après les infos. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, de plus en plus de femmes affirment leur non-désir de mettre au monde un enfant. C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec Ugraine. Vous avez été obstétricien pendant de nombreuses années, aujourd'hui à la retraite, mais vous continuez à diffuser vos idées sur votre blog, Ugraine. On peut peut-être le rappeler aussi, nouveaux parents, nouveaux enfants, c'est bien ça? Oui, il y a le Nouveaux parents, nouveaux enfants, et puis il y a un blog Ugraine en un seul mot, et donc ce sont deux sites en effet. Voilà, dans votre blog Ugraine, vous évoquez justement cette 6e mutation dont vous avez parlé tout à l'heure en introduction. Voilà. Oui. Le monde change, oui, le monde change et autant s'y préparer tranquillement, voilà. Vous avez entendu la devinette tout à l'heure, c'est l'histoire d'un poil qui est bipolaire. Le matin, il est bien, mais comment il est le soir, Ugraine? Alors, j'ai séché complètement, donc j'ai rien trouvé. Donc, vous verrez, elle est bien la réponse, parce qu'alors le matin, le poil bipolaire, il est bien, le soir, il est plus bien. C'est joli, hein? Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Voilà. Allez, on continue ce sujet qui concerne aussi les hommes, bien sûr. Vous pouvez réagir si vous avez envie. Et c'est Françoise qui est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour Brigitte, bonjour Ugraine. Bonjour Françoise. Merci d'être avec nous. Alors, au départ, vous ne vouliez pas d'enfant et finalement, vous en avez eu deux. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, là, c'est pas tout à fait la même époque parce que quand même, j'ai 51 ans. C'était, disons que au début, j'en voulais pas parce que c'était ma carrière professionnelle, qui passait en premier. Donc, une maman qui était indépendante, mais c'est surtout qu'en fait, j'avais mon exploitation parce que je travaille avec du vivant, je suis agricultrice. Et alors, me connaissant, j'avais toujours envie de mettre tout, ma passion, les animaux, ça prend du temps. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurai le temps de m'occuper de mes enfants? Voilà. Et puis, que mon mari voulait vraiment des enfants. Et on s'est décidé. Et en fait, c'était surtout que je voulais un confort, surtout le confort, la qualité de vie. Je voulais que mes enfants ils arrivent, qu'on ait déjà tout fini. Heureusement qu'il m'a pas écouté, qu'on les a fait parce que on est toujours. C'est jamais fini avec votre métier. Fini, voilà, tout à fait. Et donc, j'ai eu mes enfants. Et alors, la grossesse, comme j'avais expliqué une fois, mes grossesses, j'ai voulu, je pense, protéger mes grossesses parce que je voulais toujours travailler. Après, donc, j'ai eu ces enfants et j'ai continué à travailler. J'ai mis en crèche, j'ai fait participer avec nous sur l'exploitation et ça s'est bien passé. J'aurais jamais pensé être maman, mais vraiment, c'est une joie, c'est un bonheur et vraiment, je ne regrette pas. Mais moi, je suis née en 72. On est une génération, on finit un cycle. On est la génération, on veut toujours tout développer, le mieux possible au niveau développement, mais la question de l'environnement, le problème d'environnement n'était
pas du tout, je veux dire, à notre époque, c'était pas du tout ce sujet-là. C'était surtout développement, être indépendant, avoir sa profession, ne dépendre de personne. C'était les critères qu'on avait. Et après, ben voilà, j'ai eu 2 enfants qui sont bien, très bien. Bon, un qui va avoir 24 ans et une fille qui a 20 ans. On a su conjuguer tout et ça m'a empêché d'être une femme vraiment, enfin voilà, très impliquée au sein de mon exploitation puisque je suis installée, avoir eu des responsabilités un peu professionnelles, mais bon après à un moment donné j'ai arrêté parce qu'il y a ce moment de l'adolescence où il faut pas rater, c'est surtout et après maintenant je commence à respirer parce que c'est eux maintenant qui reprennent un peu le relais et qui me disent bon mais maintenant il faut que tu te reposes un petit peu. J'ai un garçon qui va certainement s'installer, la fille. Alors eux, par contre, le problème des enfants, parce que c'est le sujet des enfants par rapport à l'écologie. Bon, nous à la campagne, ça fait longtemps qu'on fait de l'écologie à l'agronomie. Moi, j'associe l'agronomie d'abord avant tout. Voilà, quand on travaille la terre, on a travaillé la terre, nous déjà depuis très longtemps. On fait, quand j'entends des émissions, bon voilà. Donc sur le labour ou pas le labour, ça fait quand on s'est installé, on avait déjà arrêté de labourer. Donc voilà, nous on travaille différemment et on a toujours associé l'environnement principalement très important. Et il faut qu'on a travaillé aussi différemment sur nos exploitations. Mais nos enfants ont vu cette évolution. Voilà. Donc l'écologie, ils sont très sensibles. Et l'histoire des enfants, pour eux, c'est plus, voilà, ils se mettent, les jeunes, on parle pas forcément c'est surtout, ils me disent, mais de toute façon, voilà, en ville, ils sont complètement asphyxiés par leurs réseaux sociaux. Pourtant, je veux dire, bon, j'ai une fille qui fait des écoles d'ingénieurs et un garçon qui a fait des études, qui est technicien. Ouais. Mais ils me disent, mais ils sont tellement asphyxiés, ils ont plus cette notion de, à un moment donné, de travailler de leurs propres mains, des choses de la vie si naturelles, qu'à un moment donné, ils sont tellement asphyxiés par ça. On parle toujours d'écologie, c'est important de parler d'écologie, mais l'écologie, il faut l'associer à la terre. Donc à un moment donné, ils ont l'impression qu'à un moment donné, on va refaire tout le monde, mais non. La France, voilà, toute la partie de l'Europe, toute cette partie-là, ok, je veux dire, à un moment donné, il faut continuer toujours à vivre et puis à ce que ça il me dit, mais on va continuer, à un moment donné, un jour on aura des enfants et t'inquiète pas maman, et on aura, voilà. Je sais pas, pour eux, c'est pas... Oui, vous voulez dire qu'ils ne veulent pas se laisser envahir par la morosité et l'anxiété ambiante tout à fait. Et le catastrophisme qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, tout à fait. Mais bon, parce que ils ont. Après, voilà. Bon, après tout dépend. Après, comment on éduque nos enfants, comment on les élève. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, Françoise, c'est que là encore, on voit qu'au départ, votre non-désir d'enfant était plus dû à votre envie de vous réaliser en tant que femme dans votre métier. Et puis après, c'est un désir d'enfant qui vient parce que c'est un couple qui s'aime et qui a envie donc je trouve que c'est aussi je sais pas ce que vous en pensez, Hugues, mais le témoignage de Françoise, il est plutôt sympathique. Ça montre l'histoire d'une famille, quoi. On sent, c'est la transmission. Tout à l'heure, il y a une auditrice qui disait que ce qui lui manquait le plus actuellement, c'était cette transmission d'un savoir. Et là, on sent que dans cette exploitation, il y a une transmission qui se fait, un relais, avec en même temps une perception par ces enfants de quelque chose qui avance par rapport à l'écologie, bien évidemment, puisque Françoise disait au début, la question, c'est pas tellement la question écologique, c'est la question de l'exploitation, de l'indépendance, d'être établi dans sa vie avant de se lancer dans autre chose. Et on voit bien que là, il y a une vraie transmission qui se fait. Et moi, ce que j'entends de cette vie de Françoise, c'est quelque chose qui est très physiologique, qui est très souple, qui est parti avec ses idées, qui a évolué petit à petit et où tout se passe finalement dans une souplesse, dans une certaine harmonie, si je puis me permettre le terme. Donc moi, je suis très sensible à ce témoignage.
Oui, Françoise, vous êtes... Oui, mais c'est ça, c'est bien la transmission, j'ai bien compris. Alors après, moi j'aime ça, enfin, en parallèle, juste, je donne des cours à un lycée agricole juste à côté, mais en vacataire. Et j'aime bien parce que j'ai ces jeunes-là, qui ne sont, des fois, qui sont du milieu ou pas du tout du milieu, et j'ai besoin de montrer ce côté de transmission aussi, dans le sens de l'exploitation agricole, le travail, les conséquences, tout ça. Oui, pour moi c'est important et je trouve que ça construit énormément. Enfin, faut pas mettre, voilà. Alors je ne suis pas du tout croyante au sens que je vais, mais je suis quelqu'un que je me dis bon ben c'est comme ça, c'est un cycle de vie. Alors souvent c'est des sujets avec ma fille qu'elle n'aime pas du tout qu'on aborde, mais voilà, je dis ben écoute, on est et on meurt, voilà, c'est comme ça, ça fait partie. Mais derrière on laisse quelque chose. C'est ce que je me dis toujours. Je me dis derrière, ben je vais laisser. Je suis contente parce que je vais laisser. Bon ben voilà, j'ai famille. Et quand j'étais jeune, ça c'est vrai, j'allais chez ma grand-mère et j'ai adoré regarder les albums photos. Donc je ne connaissais absolument pas des cousins, des vos ancêtres. Oui, et j'avais besoin de ça. Et je trouve que c'est une génération. Est-ce que ça a été la technologie, et qu'il en faut de la technologie? Attention, je ne suis pas contre la technologie. Et justement, on veut dire, nous on fait des choses que voilà, nous. Mais c'est très important. Mais à un moment donné, il faut c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est un peu ce que j'ai la sensation c'est d'un seul coup, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il faut plus d'enfants parce que voilà, parce que par là il faut sauver la planète. Mais voilà, ok, il faut plus. Non, c'est pas ni tout l'un ou tout l'autre. On peut tous travailler ensemble, mais on va travailler, comment vous expliquer? Oui. Non, mais je comprends bien ce que vous dites, et je crois que je vais le dire avec d'autres mots pour que tout le monde comprenne bien. En fait, l'être humain a besoin de religieux. Il n'a pas besoin de religion, vous voyez ce que je veux dire? Et le religieux, c'est quoi? C'est se sentir relié et que notre vie ait un sens parce que justement, elle aura servi aux générations futures. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Dire, ça, en fait. Oui, voilà. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Si on ne vit que l'instant présent avec une sorte d'égocentrisme, on passe à côté de sa vie et à un moment ou à un autre, on ne va pas bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de gens qui ne vont pas bien parce qu'ils ont oublié l'importance pour l'humain de ce qu'est le religieux. Je crois que Hugues, vous êtes évidemment d'accord avec ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit porter l'humain. On peut appeler ça l'évolution, la transcendance, l'évolution, le spirituel. Je sais pas, on peut mettre le sacré. Enfin, on met ce qu'on veut, bien sûr. Mais il y a quelque chose au-delà de nous, et il suffit de regarder ce qu'était l'homme il y a 10 000 ans pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a avancé. Alors pour l'instant, on a avancé plutôt vers un gouffre. Alors peut-être qu'on va un peu se détourner, mais on a quand même avancé. On n'est plus les mêmes qu'il y a 10 000 ans ou qu'il y a même 30 000 ans. Donc là, il y a quelque chose qui est très important à considérer dans cette évolution et dans ce spirituel. Après, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à la question de tout à l'heure, c'est du témoignage de Françoise. Ce qui me touchait beaucoup, ce que je n'avais pas bien conscientisé ça, c'est le fait qu'en fait, ces enfants, ils ont été éduqués aussi dans la nature, dans le milieu du végétal, dans le milieu animal, et ça c'est très important. Et je me dis, comment est-ce qu'on fait quand on n'est jamais en contact avec l'animal? Brigitte, vous, c'était les chevaux, c'était la nature, les chevaux, et puis sûrement autre chose. Mais il y a quelque chose où on est déconnecté dans certaines villes, et quand les gens sortent trop peu, ils sont déconnectés d'une réalité. Une réalité de la terre, du végétal, de la culture, de la culture au sens végétal du terme, des animaux. Et ça me paraît très important dans le témoignage de Françoise aussi. Oui, il faut qu'on soit relié quand même aux saisons, au temps qu'il fait. En ville, par exemple, 1 heure après qu'il ait plu, on ne sait même pas qu'il a plu, tandis qu'à la campagne, on le sait parce que la terre reste humide. Il y a des choses comme ça qui nous imprègnent. Les odeurs absolument. Aussi, l'odeur, quand il pleut, la terre, on est content. C'est nous, alors là, quand bien sûr, c'est rare. Sûr. Mais les premières pluies, on aime bien parce que on sent cette odeur. Ça monte. Et puis en ce moment, au mois de février, on entend les oiseaux chanter. On sait que le printemps va arriver. Il y a des choses comme ça qui, quand on est en relation dans la nature, qui nous transportent évidemment. Tout à fait. Mais merci beaucoup Françoise de votre témoignage. Hugues, on fait une petite pause et c'est Chantal qu'on retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est toujours en compagnie de Hugues Rennes, gynécologue obstétricien, que vous pouvez retrouver sur son blog Hugues Rennes, que nous évoquons ce désir d'enfant qui se questionne aujourd'hui. Et c'est peut-être finalement une nouvelle liberté qu'on accorde aux femmes, parce qu'il y a quand même une époque où de toute façon il n'était pas questionnant, puisque les enfants arrivaient malgré tout. Bonjour Chantal. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Je vous remercie de m'avoir contacté. Je voudrais juste réagir à un sujet que vous avez abordé tout à l'heure brièvement sur la question du genre. Alors oui, Brigitte, effectivement, je pense que ça mériterait une émission spéciale sur ce sujet. Il y a énormément à dire et ça serait important en tout cas pour les jeunes. Oui, c'est prévu avec une thérapeute qui s'appelle Marie-Laure Perretier, qui avait fait sa thèse justement sur le trans, parce que c'est vrai que c'est un sujet, il faut évidemment l'aborder avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, parce que c'est complexe. Oui, voilà, et puis avoir des avis différents et voilà, pour pouvoir bien débattre sur le sujet. Voilà. Donc moi, en fait, merci de m'avoir contacté. Je suis thérapeute de couple, dans les Bouches-du-Rhône, et j'ai remarqué, puisqu'on m'a demandé du coup mon avis sur le sujet de ce désir d'enfant chez les femmes. Dans mon cabinet, en tout cas, j'ai remarqué que dans l'ensemble des couples que je reçois, le sujet du non-désir d'enfant, il est très présent. Alors c'est pas évidemment ce qui amène le couple en consultation. Bien sûr. Mais enfin, encore que ça pourrait, s'ils sont pas d'accord là-dessus. Mais ça pourrait. Dans ce cas, ça serait une consultation spécialisée. Voilà. Mais est-ce que vous remarquez que c'est plus fréquent depuis quelque temps, ou ça fait longtemps que c'est le cas? Ça fait longtemps que c'est le cas, notamment chez les femmes qui travaillent. Et chez les femmes qui travaillent et qui ont, on va dire, plutôt une carrière professionnelle, plus une femme qui aurait un poste de direction ou à responsabilité, voilà. Et des femmes qui sont en couple, très heureuses en couple, qui ont peur aussi de perdre cette intimité qu'on a dans le couple, les habitudes, le quotidien en fait tranquille. Ça veut dire, excusez-moi Chantal, mais c'est intéressant ce que vous dites. J'essaye de comprendre si ça va jusque là. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont conscientes aussi que si elles deviennent mères, la sexualité du couple peut changer et pas forcément mieux? Mais carrément, forcément. Non, mais l'arrivée de bébé dans un couple qui va bien, c'est bouleversant. Il y a la femme, la mère, enfin la femme qui devient mère, elle a toute son attention et même tout son amour des fois qui est reporté sur l'enfant. Le jeune homme qui devient papa, il faut qu'il s'habitue à cette situation, qu'il trouve sa place, effectivement. Et pas toutes les jeunes mères savent donner la place à l'homme. Donc cette inquiétude-là, elle est ressentie en tout cas des deux côtés. J'ai aussi des hommes qui ont ce besoin cette envie de devenir papa, mais c'est différent. Voilà, c'est carrément différent que chez une femme. En quoi c'est différent? Parce qu'il y a ce besoin de transmission dont vous avez parlé juste avant. Il y a aussi une pression familiale. Si l'homme il a la trentaine passée, il va y avoir une pression familiale. La maman va dire que c'est quand que tu me fais grand-mère. Ça y joue beaucoup. Donc, ou souvent, j'ai quelques couples comme ça. L'homme a déjà été papa d'un précédent mariage ou union. Il se remet avec une nouvelle femme et il a envie d'un nouvel enfant. Donc, il y a des moments où la femme, elle va dire, pas tout de suite, parce que la relation, elle est quand même jeune. Mais quand ils viennent en consultation, l'homme me dit, au début de la relation, elle m'a dit, d'attendre un peu, mais finalement, ça fait 4 ans que j'attends et ça vient pas. Oui. Donc voilà, c'est un autre côté, le côté homme. Voilà. Chez la femme, après, il y a des certitudes vraiment chez elle qui priment, comme l'envie de pas du tout mettre au monde un enfant dans un pays qui part à la dérive. Voilà, on a parlé de tout ce sujet. Après l'argent aussi, ça coûte cher d'avoir un enfant. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on va y arriver? Déjà, c'est compliqué. Voilà, et puis c'est de question de la charge mentale. Statistiquement, effectivement, la femme, elle reste
elle assume les difficultés d'élever et de gérer le quotidien d'un enfant, quoi. Au plus il grandit, au plus il faut être disponible. Et, voilà. Mais Hugues, vous allez réagir à ce que dit Chantal, mais je me souviens là récemment, je discutais avec un homme d'ailleurs, et je disais avoir un enfant pour une femme, c'est déjà une petite perte de sa liberté. Et bon, il me disait c'est non, pourquoi? Mais je crois que c'est vrai. Il faut oser le dire aussi. Oui, c'est vrai. Et puis c'est pour une femme qui met au monde son premier enfant. C'est un nouveau monde en fait. Absolument. C'est un nouveau monde qui s'ouvre devant elle. On n'est pas parents, de naissance. On devient parents. Donc, est-ce qu'on va savoir être parent? Est-ce qu'on va savoir assumer? Est-ce que voilà. Donc tout ça, c'est un bouleversement chez tout un chacun. Et c'est surtout une décision à prendre à deux. C'est ce que j'ai expliqué à la personne qui m'a contactée. J'ai une personne, une femme, du coup, dans un couple qui vient en consultation. Elle a avorté 2 fois sans en parler à son mari. Donc, vous voyez, c'est tellement... elle ne veut pas être influencée par son mari qui l'oppresse à avoir un enfant. Elle n'en veut pas. Donc, on parlait de contraception. Bon, il n'y a aucune contraception totalement sûre. Elle avait fait une ligature, ça n'a pas fonctionné. Et en plus, voilà, elle se confrontait à ça, au fait qu'elle se pensait protégée. Et finalement, elle est tombée 2 fois en 2 ans. Elle est tombée 2 fois enceinte et elle a décidé toute seule de ne pas demander bien sûr l'avis de son mari, parce que sinon il lui aurait dit non, on garde. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'elle lui a dit après? Parce que elle lui a dit après. Voilà, elle lui a dit après et elle l'a dit pendant les consultations chez moi. Voilà. Pour que ça reste pas un secret qui est lourd entre eux. Hugues, je vous fais réagir à tout ce que vient de nous dire Chantal, qui est très intéressant dans un instant, si vous le voulez bien. Et puis on retrouvera également le Love Conseil dans un instant. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Hugues est avec nous, et avant de donner la parole à Delphine, qu'est-ce que vous voulez dire après le témoignage de Chantal, qui travaille, si je puis dire, sur le terrain avec les couples? Eh ben justement, ce qui me parle, c'est qu'elle travaille, elle, sur le terrain, donc ce qu'elle dit est fort intéressant. Et ce que j'ai retenu, c'est justement cette remarque qu'elle a fait. Elle a dit, j'ai entendu tout au moins du non-désir d'enfant, ou celles qui se posent la question, c'est celles qui travaillent, qui ont une carrière professionnelle. Et je me disais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que plus une femme est instruite, plus elle a accès à la contraception, et bien plus elle se pose des questions sur ce désir d'enfant et sur sa réalisation. Donc on voit bien que sur le terrain, ce qu'on a évoqué tout à l'heure fonctionne complètement. La deuxième chose, c'est elle a évoqué beaucoup le bouleversement que ça représente dans une vie de couple, mais aussi dans une vie personnelle. On a évoqué ces 2 choses. Et il me semble, moi en tout cas, dans ce que je remarque, c'est que cette question du bouleversement, elle se pose d'autant plus maintenant dans le contexte actuel de cette crise, des contextes politiques, contexte financier, etc., toute cette instabilité. Et donc là, la question de ce bouleversement, je pense qu'elle agit énormément sur ce désir d'enfant en se posant des questions jusqu'à justement se dire je veux pas d'enfant, parce que le contexte financier peut être très, très, très instable, la stabilité affective, on n'en parle pas, et puis bon, on sait pas trop. La responsabilité que ça représente aussi par rapport à mettre un enfant au monde, dans un monde qui va si mal, etc., etc. Enfin, tout ça, le bouleversement que ça produit intérieurement pour soi, pour le couple et par rapport à l'enfant, il y a 3 bouleversements qui vont se produire. C'est quelque chose qui agit, pour moi, dans la période où nous sommes, de façon très, très forte. Voilà ce que j'ai retenu principalement dans tout ce qui a été dit de fort intéressant. Merci Hugues. Delphine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur Hugues vient de dire, puisque moi j'ai 3 filles. Oui. J'en ai une de 30 ans qui est psychologue et qui a un compagnon. J'en ai une de 25 ans qui fait des études, qui veut rentrer à Interpol au niveau de la gendarmerie, enfin dans la police, quoi. Et j'en ai une de 17 ans. Alors ma fille de 17 ans, elle, il est hors de question qu'elle ait des enfants. Bon, elle est un peu jeune, mais déjà elle les supporte pas quand elle les entend pleurer, ou que les parents, c'est surtout les parents
qu'elle trouve que les parents savent plus éduquer. Donc elle dit moi il est hors de question j'en ai quand je vois comment le monde y tourne. Et puis je suis divorcée, donc je pense que mon divorce a beaucoup choqué mes filles. Et puis ma deuxième, comme elle veut faire une carrière dans la police, je trouve que ça va pas avec ce qu'elle veut au niveau de la vie de famille. Et ma fille aînée qui va avoir 31 ans, elle aimerait avoir un enfant, mais elle n'a pas un compagnon avec qui elle se sent d'avoir un enfant. Donc elle me parle même d'avoir un enfant seule, à la rigueur. Mais pourquoi pas, c'est possible aujourd'hui. Ouais, hein, mais je pense que c'est par rapport à leur vécu. Moi, je me suis mariée très tôt, j'avais 20 ans, j'ai arrêté mes études et je me suis retrouvée mère au foyer. J'ai eu un divorce au bout de 15 ans très difficile. Donc mes filles ont vécu tout ça, puis bah oui, avec aussi du fait que je travaillais pas, après j'ai travaillé à temps partiel, j'avais pas cette indépendance et j'avais la pression, c'était voilà, bah, mon époux gagnait plus que moi, et puis si j'avais des menaces, si je partais que j'aurais pas mes enfants, j'aurais pas de pension alimentaire, que je serais à la rue. Donc moi, j'ai toujours demandé à mes filles, je dis j'ai 2 vœux, c'est que vous soyez, certes en bonne santé, mais que vous soyez indépendante financièrement, que vous ayez un métier et que vous ne dépendez pas d'un homme. Parce que j'avais cette pression-là, moi, en tant que femme. J'ai pas pu faire les études que je voulais, j'ai pas fait le boulot où je m'éclatais, j'ai fait un boulot, j'étais secrétaire en mairie, j'avais un petit salaire, mais ça me permettait d'être là à la sortie d'école pour mes enfants. J'étais pas carriériste parce que ça c'était avant tout mes filles. Mais j'ai fait un gros sacrifice en tant que femme. Oui, je pense que ça, mes enfants l'ont senti. Parce que vous aviez des enfants. Voilà. Et pour elle, vous avez été obligé de faire des sacrifices. Je crois que on l'a dit un tout petit peu, Hugues, mais peut-être pas assez. C'est vrai que la manière dont l'enfant, la femme voit sa mère a une influence extrême sur le désir d'enfant. Oui. Ça, c'est certain. D'ailleurs, il y a plusieurs étages qui agissent sur ce désir d'enfant, mais la relation à la mère de façon très forte, parce que justement, c'est cette image qui nous est renvoyée, elle questionne beaucoup comment on va être avec qui a convenu et ce qui n'a pas convenu. Et donc, c'est un vrai travail psychologique, ce désir d'enfant, parce que ça questionne justement notre passé. Et moi, c'est douloureux. Parce que j'aimerais être grand-mère, j'aimerais profiter d'avoir des petits-enfants, mais bon, je ne sais pas si j'en aurai, quoi. Parce que là, mes filles, c'est pas à l'ordre du jour. Ah ouais. C'est mal barré, oui. Oui. Et c'est vrai que vous évoquez le fait d'être grand-mère, c'est encore d'autres joies, c'est des joies qui sont très différentes d'être mère, parce que finalement, quand on est grand-mère, on n'a que les avantages, on n'a pas les inconvénients. Oui, bien sûr. Mais bon, celle de 17 ans, elle a encore le temps de changer d'avis. Et puis celle de 30 ans, elle peut rencontrer un homme avec qui ça va mieux. Alors elle me dit, elle a, en tant que femme, je la comprends parce qu'elle parle de son horloge qu'on a nous en tant que pour avoir un enfant. Et puis elle me dit, à la rigueur, j'aurai un enfant seul. Et je lui dis non, mais un enfant. 30 ans, elle a encore le temps quand même. Elle a encore 4-5 ans, hein, donc ça va. Elle peut encore. Mais c'est vrai que c'est douloureux. Oui, mais allez-y. Ça dépend pas de vous. Oui, ça dépend pas de vous. Donc, voilà. L'autre chose que je voulais soulever un petit peu par rapport à ce que vous avez dit, que je trouve très important et que j'ai rencontré beaucoup dans ma carrière professionnelle, c'est vous avez dit, je leur ai appris à ne pas dépendre d'un homme financièrement, en tout cas au moins. Et je pense que ça c'est très important parce que quand moi j'ai vu des problèmes très complexes dans les couples et avec vraisemblablement des violences et que je voyais ça sur plusieurs mois, voire plusieurs années sans vraiment pouvoir agir, je me rendais compte que cette dépendance financière et ce chantage à l'enfant, tu ne verras pas tes enfants, etc., c'est quelque chose qui est très très délétère, qui est très très violent. Et je crois que là, il faut en effet qu'il y ait une indépendance, qu'en face de l'homme, il y ait, c'est en train de se faire bien évidemment de plus en plus, hein, mais qu'il y ait quelqu'un qui puisse être indépendant et vivre sa vie. Et de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré de nombreuses fois et où je me suis dit, c'est vraiment très dommageable de ne pas pouvoir s'assumer seul quand ça tourne très très mal dans le couple. Oui, allez-y Delphine, je vous en prie. Oui, moi je l'ai vécu en tant qu'épouse parce que j'avais pas un gros salaire et puis on a divorcé au bout de 15 ans, mais malheureusement j'ai quitté ma région et comme j'ai quitté ma région, il avait su, ma fille aînée à l'époque était adolescente,
Donc mon ex-époux avait su la mettre dans sa poche, de toute façon. Et ben les deux autres n'avaient pas eu le choix d'après la juge. On ne sépare pas une fratrie. Donc moi j'ai été séparée de mes enfants, de mes deux dernières. Elles avaient 10 ans et 4 ans. Et ça pour moi ça a été horrible, horrible. Et mais il ne pouvait plus m'avoir par rapport au côté financier, ça me touchait plus. J'avais dit c'est pas grave, on mangera des pâtes tous les jours s'il faut, mais je pouvais plus quoi. Je pouvais plus vivre avec lui, c'était plus possible. Et comme il savait plus me faire mal en utilisant le côté matériel, et ben il a utilisé les enfants. Mais voyez, ça a marqué mes filles aussi ça. Oui, mais Delphine, je trouve que votre témoignage est essentiel dans cette émission qu'on fait aujourd'hui, parce que je crois que c'est vraiment toute la difficulté pour les femmes, c'est qu'à la fois on veut réussir sa carrière professionnelle et en même temps, si on a envie d'avoir des enfants, on n'a que 24 heures par jour, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas dans quelle mesure une société peut aider les femmes à plus facilement continuer leur carrière et avoir des enfants, mais je trouve que c'est un vrai débat de société. Je trouve que les féministes s'emparent pas tellement de ce débat-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est un vrai débat de société, mais je pense qu'on n'utilise pas assez l'expérience de nos grands-mères, nos mères. Mais le côté homme aussi a évolué. Moi, je vois bien les nouveaux papas, ils changent les bébés, ils s'en occupent, ils se lèvent la nuit. Oui, mais non, mais Delphine, vous avez raison. Il y a même des hommes qui élèvent seuls leurs enfants et qui font ça très, très, très bien. Donc c'est pas la question. C'est la question de quand un couple ne va plus bien. On sait que quand un couple ne va plus bien, eh bien c'est toujours très complexe parce que chacun va se bagarrer les 3/4 du temps. C'est rare que ça se passe très bien. Et si, comme c'était votre cas, la femme n'a pas à laisser un peu de côté sa situation pour élever les enfants, elle se retrouve. Brigitte, il y a combien de femmes, peut-être pas de ma génération, mais la génération de ma maman, qui sont restées avec leur mari à cause des enfants. Absolument. Et moi, ma mère me disait, sacrifie-toi, retourne avec ton ex-mari et puis c'est tout. Et je disais non, j'en peux plus parce que c'est ma vie. Alors mes filles m'en ont voulu aussi, que je suis pas restée, mais on n'a qu'une seule vie, quoi. Et en tant que femme, c'était aussi un combat pour moi, pour mes filles. Je sais bien, je sais bien. Et de leur montrer que non. C'est notre vie. Moi, ma fille de 30 ans, des fois, elle dit, je sais pas faire de choix. Elle dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va m'en vouloir, maman, si. Mais je dis, non, c'est ta vie. En tant que parent, on te suivra, peu importe le choix que tu feras. Et moi, j'aurais voulu entendre ça de la part de mes parents. Mais je crois, je sais pas ce que vous en pensez, Hugraine, mais je crois qu'on est encore actuellement, malgré tout, dans un discours où c'est merveilleux d'avoir des enfants, la grossesse, ça se passe tout seul, l'accouchement, c'est pas si terrible que ça, avoir des enfants et travailler, c'est tout à fait possible. On est encore un peu dans un discours un peu bisounours, non? Vous croyez pas, Hugraine? Pour oui, peut-être. Oui, c'est une espèce d'utopie où on s'imagine que tout va bien se passer et tout est présenté de façon un peu rose, un peu bisounours en effet, et que ça c'est très 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 dommageable. Et toute ma carrière, j'ai essayé d'informer, de mettre qu'on se voit devant la réalité et pas devant un fantasme. Mais ça c'est très compliqué et ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure, en particulier le désir d'enfant et dans l'élaboration de ce désir d'enfant. Après, par rapport à la question qu'on posait tout à l'heure du cas que présente Delphine, avec cette dépendance, elle a un petit peu laissé son métier de côté pour s'occuper de ses enfants, même si elle avait un métier. Je pense qu'on va justement dans les nouveaux couples vers quelque chose qui est plus égal, c'est-à-dire c'est pas l'homme qui a un métier mieux que la femme quelquefois, mais il y a une espèce d'égalité aussi bien au niveau métier, au niveau engagement dans la société, que engagement par rapport aux enfants. Et donc c'est ça qui fera qu'il y aura une plus grande liberté, une plus grande égalité, et que chacun pourra avoir sa vie à lui. Sans ce déséquilibre, comme on le voit dans ce que présente Delphine, qui a fait qu'elle s'est trouvée en difficulté, avec en particulier séparée de ses enfants. J'imagine à quel point ça doit être douloureux pour une mère d'être séparée de ses enfants quand ils sont même quand ils sont un peu âgés, mais quand ils sont jeunes, 4 ans, 8 ans, elle a dit, je crois, ça doit être vraiment très très difficile à vivre. Donc c'est une épreuve compliquée.
Oui, et puis c'est des années qu'on rattrape pas. Hein. Quand on est séparé de ses enfants dans ces âges-là, ça passe à la trappe, hein, parce qu'on les retrouve avec des années de plus. Et c'est vrai que c'est surtout quand comme vous, Delphine, vous aviez quand même fait quelques sacrifices pour pouvoir. On trouve que c'est injuste. On trouve que c'est injuste parce que moi, quand pour ma dernière, j'ai pris un congé parental de 3 ans. Mon ex-époux ne l'a jamais pris, ne voulait pas la prendre. C'est sûr, c'était un bébé. Au début, il faut changer les couches, il faut lui donner manger, lui faire l'assiette, lui donner un mangeur, le goûter, tout ça. Et puis la juge, quand elle décide ça, elle dit c'est facile. Maintenant, elle est propre, elle a fait ses premières maladies, elle est rentrée à l'école, tout va bien. Et lui, il y a eu que toutes les contrariétés qu'on a en tant que maman au début de 0 à 5 ans, la petite enfance, lui, il l'a pas vécu. Et puis après, quand il a récupéré la petite, c'est ma fille aînée qui s'en est occupée. Et ça m'a vraiment... j'étais dans une colère sur cette injustice, quoi, parce que j'ai dit, mais qui est-ce qui se levait la nuit pour déjà quand j'ai allaité ou quand elle était malade? Moi, mon ex-mari, sur mes 3 filles, il s'en est jamais occupé. Est-ce qu'il les conduisait chez l'orthodontiste, chez l'orthophoniste, chez la pédiatre, à la danse, à la natation, tout ça. Mais j'ai dit, voilà, c'est vraiment... moi, j'ai une grande colère, quoi, par rapport à ça. Parce que, comme vous dites, moi, c'est pas un sacrifice, parce que j'ai été maman, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Mais c'est pas un monde de bisounours. Parce que quand on travaille et qu'on a des enfants, s'ils sont malades, s'il leur arrive quelque chose, faut voir avec son supérieur hiérarchique si on peut poser des heures, si on peut aller les chercher. C'est à travailler à mi-temps, c'est comme si qu'on travaille pas. Hein. Que ce soit au boulot ou à la maison, travailler à mi-temps, on travaille pas. Non, mais je vous entends vraiment, Delphine. Et je vais vous poser une question. Ce serait à refaire. Qu'est-ce que vous changeriez? Je ferai d'abord mes études et j'irai jusqu'au bout au niveau professionnel. Et je ferai après ma vie de famille. Et après votre vie de famille. Vous voyez, c'est votre message qui aujourd'hui entre dans les nouvelles générations. Hein. Je crois que c'est vraiment ce que les jeunes femmes aujourd'hui elles prennent conscience de tout ça. Il y a vraiment une évolution importante. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise, je crois qu'il faut l'entendre cette révolution, cette évolution qu'ont les femmes par rapport au fait d'avoir des enfants. Vous êtes d'accord avec ça, Hugues Rennes, j'imagine, hein? Oui, bien sûr. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le plus souvent, quand on se marie, quand on fait un contrat de mariage, et je crois que là aussi, il y a une espèce de déni, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il n'y aura jamais de problème, c'est complètement fou. Et que je pense qu'il faudrait faire un contrat de séparation. Un contrat de séparation où on n'a pas le droit de faire du chantage aux enfants et de mettre les enfants au milieu. On n'a pas le droit de se déchirer après s'être dit qu'on s'aime, parce qu'on s'est aimé, et je trouve qu'après avoir dit autant d'amour à l'autre, se déchirer à ce point, c'est quelque chose qui est pour moi incroyable, qu'on puisse en arriver là, même si je vois bien en moi-même qu'il y avait, puisque moi je suis divorcé, cette tentation, mais j'ai jamais voulu y céder, parce que je trouvais ça monstrueux de s'être promené main dans la main, d'avoir fait plein de choses ensemble, de s'être aimé, d'avoir fait l'amour, et puis ensuite se déchirer. Je trouvais ça inadmissible en moi-même. Et je pense qu'on devrait faire un contrat de séparation, c'est ça que je propose. Oui, ça me fait sourire, Hugues Rennes, parce que c'est totalement utopique votre histoire de contrat de séparation. Oui. Vous savez très bien que quand on se quitte, on passe de l'amour à la haine, et quand on est dans la haine, on règle ses comptes, et qu'est-ce que c'est? C'est soit des questions d'argent, soit des questions d'enfants, parce que c'est ce qui reste en commun, et c'est comme ça qu'on essaye de faire payer l'autre. Delphine, je vous remercie beaucoup de votre sincérité, parce que vous avez exprimé avec vos mots ce sentiment d'avoir été injustement traité, et je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup, Delphine. Merci, au revoir. Au revoir. On va se retrouver avec Daniel dans un instant, qui est gay et qui a envie de témoigner à son tour, et ce sera certainement un témoignage bien différent et tout à fait intéressant. À tout de suite. Plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, Hugues Rennes, à la question, est-ce que les hommes aussi ont un désir d'enfant? Je crois que Daniel va nous répondre oui. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Rennes. Premièrement, je tiens à vous remercier parce que Brigitte, je vous adore. Et ça fait des années et des années et des années que je vous écoute. Et quand la radio est calée sur vous l'après-midi. Voilà. Et j'ai téléphoné parce que, bon, c'est un peu particulier, quand même, parce que je téléphonais pour plein de
chose, mais par rapport à votre sujet, simplement pour vous dire que en fait je suis artiste. Bon, je suis gay. J'ai eu à 30 ans, j'ai eu envie d'avoir un gosse comme tout le monde. Hein. C'est un peu animal comme sentiment. C'est quelque chose qui vient des hormones, etc. Mais à 30 ans, la vie est devant vous. Et en fait, je n'ai pas eu de gosse, tout simplement parce que je suis gay et je suis marié depuis 28 ans avec Jean-Marc, mon mari. On s'est mariés, pacsés, etc. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Et attendez, pas marié depuis 28 ans, parce que le mariage... 2013. Dès qu'il est passé, on s'est mariés. 10 ans, ça fait 10 ans. Donc, oui, ça fait 10 ans. Mais on est pacsés depuis 2000. D'accord. Voilà. Et en fait, le désir d'enfant, je le comprends pas. C'est-à-dire que ça me met. Excusez-moi, hein, je vais pas me faire des bons commentaires. Allez-y, mais... on parle vrai sur ce. Allez, on y va, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai cette réaction-là. Je ne comprends pas les nanas quand je les vois dans les rues enceintes. Je me dis, quand on aime ses enfants, déjà on les éduque, parce que éduquer c'est aimer, et deuxièmement, quand on aime ses enfants, on veut pour eux un avenir serein et un bel avenir, et qu'ils aient un travail, qu'ils aient une famille, qu'ils fassent des enfants, etc. Avant on pouvait le faire. Depuis l'âge industriel, en fait, on a commencé à détruire la planète pour des intérêts privés. Et les politiques n'ont jamais rien fait, puisque les riches, les gens qui ont le pouvoir sont souvent les amis des politiciens. Et on vit dans un monde qui en fait, on est dans le mur et on est en train de creuser le mur pour que ça s'effondre complètement sur nous. Voilà. Et je comprends pas alors je comprends que les gens ne veulent plus avoir d'enfants parce que l'avenir est vraiment incertain. On le voit par rapport au réchauffement climatique, au manque d'eau, à la chaleur, à la société des extrêmes. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a des extrêmes, et c'est ce que je travaille dans mon art. Et c'est l'extrême sociétal, c'est les ultra riches, les ultra pauvres, c'est économique, c'est l'extrême du climat. C'est-à-dire, il pleut trop, il fait trop chaud, il neige dans le désert ou en Amazonie, le climat change à cause de notre faute. Je suis d'accord, chacun doit faire un peu, il doit faire le maximum, c'est-à-dire un peu, il trier essayer de faire attention à l'eau, etc. C'est ce que je fais. Je n'ai pas de gosse, mais c'est ce que je fais. Mais le problème, c'est que tout l'hiver, on a entendu il faut baisser, il faut arrêter le chauffage, etc. Mais le gouvernement n'avait pas besoin de le dire, ça. Les gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils dépensent pas. Qui c'est qui dépense? Moi, quelqu'un qui gagne un très bon salaire et qui a de l'argent, il s'en foutra complètement de baisser le chauffage. Oui, bien sûr. Non, vous avez raison, bien sûr. Mais dans votre colère, dans ce que vous exprimez, beaucoup de gens pourraient l'exprimer de la même manière. Maintenant, c'est vrai que ça va pas très bien et que on peut imaginer qu'on va vers quelque chose qui va un petit peu exploser, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir quand même envie de mettre au monde un enfant. Vous savez, pendant les guerres, il y a des femmes qui ont mis au monde des enfants et qui étaient heureuses d'avoir mis au monde des enfants, et ça a fait la vie de la société après-guerre. Hein. Ukraine, vous voulez réagir à ce que nous dit Daniel ? Oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un peu dans quelle direction va ce désir, c'est-à-dire si c'est juste une satisfaction personnelle et un peu égoïste et un peu inconsciente de la période dans laquelle on vit, c'est sûr que je comprends tout à fait Daniel. Si on se dit, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais peut-être qu'il faut essayer de préparer une génération qui va muter dans la façon de percevoir, la façon de penser, et qui va justement être capable de construire la suite, à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de faire des enfants, parce qu'ils vont assumer la suite. C'est ce que vous disiez, Brigitte, dans l'après-guerre, on a été bien content qu'il y ait des enfants pour faire le renouveau. Alors maintenant, il y en a peut-être trop, c'est une chose, mais je crois qu'en même temps, je comprends cette colère et en même temps, je la relativise un petit peu, quoi.
Je suis d'accord avec vous, et je suis d'accord avec vous, Brigitte aussi. Hein, je veux dire, c'est bien de faire des gosses, c'est bien. Mais au Moyen Âge, on faisait des gosses, on en faisait. Il y avait des guerres, mais c'était ce qui était le plus important chez l'être humain. C'est simple, pour bâtir quelque chose de solide, il faut qu'il y ait de bonnes fondations. Et c'est comme dans un couple, c'est comme de partout dans un pays, il faut de bonnes fondations. L'humanité est en train de se construire sur quelque chose qui est mouvant. C'est-à-dire qu'on détruit notre habitat, et si l'habitat est détruit, on n'aura plus de bonnes fondations. Avant, il y avait des guerres, oui, je suis d'accord avec vous, mais avant, on polluait pas, on détruisait pas la planète, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, les animaux, on ne détruisait pas même le système d'alimentation. C'est-à-dire qu'on détruit les zooplanctons, les phytoplanctons qui sont le début de la chaîne alimentaire, et à un moment ou un autre, ça va manquer, et celui qui est au bout de la chaîne, c'est l'homme. Donc même si vous avez des millions d'euros ou des milliards d'euros, vous ferez comme les autres, vous y passerez. Donc je pense qu'il faut d'abord sauver la planète. Mais ça ne peut pas... Alors ça, Daniel, la planète, elle ira très bien sans nous. C'est pas la sauver la planète, c'est la sauver pour nous. Enfin, faut la garder à peu près suffisamment capable de nous nourrir pour que ça sauve l'humanité. Mais la planète, vous inquiétez pas, elle va survivre, et elle survivra peut-être même mieux si l'humain n'est plus là. Bon, en tout cas, merci Daniel, parce que votre colère, elle est sympathique, parce qu'elle, avec votre témoignage, ça reflète beaucoup de choses qu'on entend justement sur la question des enfants. Ukraine, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Oui, écoutez, moi j'ai trouvé qu'on avait, à travers tous ces témoignages, fait un tour d'horizon assez intéressant de la situation, avec, comme vous l'aviez dit au départ, Brigitte, il n'y a pas d'avis tranché, c'est chacun qui doit justement se pencher devant ce désir et réfléchir par lui-même, et c'est ça qui est très important, me semble-t-il, c'est ce que j'ai dit en introduction. Ce qui compte, c'est que ça interroge chacun, et qu'en fonction de l'effort qu'il fait en interrogeant sa situation personnelle, la situation politique, sociale, etc., et l'avenir du monde, eh bien, ils prennent des décisions qui soient en cohérence avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire si c'est juste pour faire un enfant de façon égoïste, c'est un peu dommageable. Si c'est dans le but de justement de participer à une évolution et à une nouvelle génération qui va penser et voir autrement que nous, eh ben, ça me paraît intéressant. Et donc la question a été renvoyée à chacun et à chacune. Et j'espère que ces 2 heures vous auront aidé à mieux vous poser cette question d'avoir ou pas des enfants. Merci beaucoup Ukraine, on vous retrouve sur votre blog Ukraine, et puis tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain on va parler du désir, mais du désir sexuel, comment l'entretenir. Ce sera avec Jean-Charles Bouchou. À demain.